OK. Bonjour à tous et toutes, au cas où il y a des dames, et merci d'être avec nous pour ce webinaire. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c'est une série de webinaires que nous allons organiser tout au long de la période pendant laquelle va se tenir notre bootcamp, enfin le 28 avril prochain, bootcamp QHSE. La thématique de ce webinaire cadre un peu avec l'une des thématiques du labo bootcamp qui est le management avancé de la qualité. Elle portera sur les mesures de la voix du client, la VOC, comme le nom anglais est Voice of the Customer, et des paramètres critiques pour la qualité, Critical Quality. Mon nom, je suis Thierry Nzier, ingénieur de formation spécialisé sur les domaines du management des risques et des questions de performance, certifié Lean Six Sigma Black Belt, entre autres, et formateur sur plusieurs domaines comme le Kaizen, le Lean, le Six Sigma, le HSEQ, le management des risques, la fiabilité, management de la fiabilité, l'analyse des données, la business intelligence et ainsi de suite. Bien. Cette thématique-ci, c'est une thématique fortement d'actualité. Elle porte sur une thématique qui est souvent, je dirais, pas très prise en compte lorsque l'on design ou bien lorsque l'on conceptualise des systèmes qualité. C'est vrai que tout qualiticien, quand on va lui poser la question de savoir qu'est-ce qui définit à peu près la qualité, on va toujours dire l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques à satisfaire les exigences intrinsèques ou extrinsèques. Oui, satisfaire les exigences des clients, implicites ou explicites. On va dire dans les principes de management de la qualité, on va dire la satisfaction clientèle, l'orientation client. Les principes de base, c'est cela. Mais ce que l'on observe très régulièrement dans les organisations, c'est que déjà, première chose, le rôle ou bien l'attitude ou bien le corpus fonctionnel du département qualité est souvent assez impliqué sur tout ce qui va concerner la structuration des process, la structuration de tout ce qui est procédure, processus, l'organisation interne de l'entreprise pour qu'elle soit conforme à des standards, à des référentiels. Mais cette vocation à être regardant en permanence sur les attentes des clients, est-ce que l'entreprise est en permanence en train de suivre, de monitorer ce que veut le client, le ressenti du client? Comment est-ce qu'on le suit? Parce au final, la mission de l'entreprise, c'est qui est de plus en plus perdu de vue, c'est de réaliser, c'est d'offrir, de transformer un produit, une matière, pour qu'elle soit mise à disposition d'une clientèle. Et que ce soit dans les petites, les moyennes ou les grandes organisations, on observe de plus en plus ces retours négatifs, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les commentaires, les médias, de plus en plus des retours d'insatisfaction venant des clients, malgré que les organisations continuent d'affirmer qu'elles sont leaders en termes de qualité de service, en termes d'expérience client, en termes d'excellence client. Les entreprises continuent d'affirmer qu'elles mettent en place des programmes robustes pour pouvoir satisfaire les attentes et les demandes des clients, mais en contrepartie, on constate toujours que les clients ne cessent de se plaindre que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, ne sont pas intégrées dans le fonctionnement des organisations et qu'elles ne sont pas satisfaites. La question est donc de savoir qu'est-ce qui se passe donc pour que les entreprises qui prétendent, qui ont tous les certificats, qui sont certifiés ISO 9001 et plein d'autres certificats, parfois des référentiels internes de l'organisation, qu'est-ce qui se passe donc pour que ces entreprises ne réussissent toujours pas à coller au discours, la réalité de l'effectivité de ces processus, la réalité de sa performance pour être en accord avec les attentes que le client exprime ou même n'exprime pas et pouvoir dire concrètement qu'elle fait de la qualité, elle offre un produit et un processus de qualité. C'est ça donc la préoccupation du débat d'aujourd'hui, de la discussion d'aujourd'hui, de dire que on a aussi parfois le sentiment qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas suffisamment analysés, intériorisés et conceptualisés au sein des organisations, notamment la notion de la voix du client,
la voix du client, qui est ce que le client pense, et aussi la transcription de la voix du client en critères ou paramètres critiques pour la qualité interne qui doivent être compris par les processus internes et monitorés de manière à ce qu'en permanence, ce que le client demande est directement suivi en interne et mis en exécution pour lui offrir en sortie un produit ou une prestation qui correspond à ce qu'il ou elle attend. Donc, pendant cette présentation, nous allons aborder ce que c'est que déjà la voix du client, les CTQ, les paramètres critiques pour la qualité et la voix du client. Ce que c'est que le diagramme, on va présenter un peu brièvement le diagramme, un diagramme CTQ. Diagramme CTQ, modèle Excel. Bon, c'est vrai que ici on a présenté un modèle sur PowerPoint, mais il y a des possibilités également de construire ces modèles sur Excel. Je pense qu'on fera un tuto à disposition, on mettra à disposition sur notre chaîne YouTube sur comment construire ce type de modèle euh, sur Excel où vous pourrez le reprendre vous-même à tête reposée sur vos propres supports. Comment catégoriser et prioriser les CTQ via un diagramme de canaux, mais on ne va pas voir simplement la priorisation via le diagramme de canaux. Noriaki Kano, qui est un des experts sur les questions d'expérience client au Japon, qui a énormément travaillé sur ce modèle de canaux. On va travailler également sur on va travailler également sur... Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Nous allons travailler également sur... Nous allons travailler également sur le diagramme exigence-performance, aussi évoquer le diagramme exigence-performance et évoquer également le Quality Function Deployment, qui sont également des outils de priorisation des actions à implémenter au niveau de l'organisation. Et également, qu'est-ce qu'il y a à faire après? Une fois qu'on a fait cette transcription, comment faire pour dynamiser, pour permettre à ce que l'organisation continue de produire, de réaliser des prestations ou des produits qui vont correspondre en permanence à ce que attend le client. Donc, le maître mot ici, le maître mot central ici, c'est de dire que la qualité, c'est une activité de tous les instants. Ce n'est pas une activité que l'on fait ou que l'on met en place une fois que l'on attend peut-être à passer sa certification, ou bien une fois que l'on attend à passer un audit ou à recevoir des auditeurs. Mais c'est une activité qui doit être une activité permanente parce que le client a des attentes qui doivent être monitorées en permanence et également s'assurer également que le rendu de notre produit ou de notre service ou de notre prestation correspond en permanence à ce que le client attend. Maintenant, la voix du client, the voice of the customer, la voix du client, c'est un terme utilisé pour décrire le processus approfondi de capture des attentes, des préférences et des aversions du client. Qu'est-ce que l'organisation met en place comme dispositif pour d'écoute client? Ça pourra être, par exemple, la plupart des organisations ont des boîtes d'association. La plupart des organisations, mais beaucoup d'organisations vont généralement dire ce que l'on entend souvent des organisations dire, c'est que oui, notre organisation, nous n'avons pas assez de retours clients, nos clients généralement sont satisfaits parce que nous n'avons pas assez de plaintes, nos boîtes à gestion sont toujours vides. Mais la question qu'il faut, et parfois c'est une inquiétude, il faut s'inquiéter. C'est-à-dire maintenant, actuellement, nous avons énormément de supports par lesquels nous pouvons recueillir la voix du client, le ressenti du client. Les clients aujourd'hui ne vont pas se déplacer en agence pour pouvoir venir exprimer une insatisfaction. Déjà que les clients ont peur d'être catégorisés et être mal vus et peut-être être blacklistés peut-être au sein de l'organisation. Et il y a peut-être d'autres canaux d'expression. Ce sera par exemple les réseaux sociaux, ce sera les emails, ce seront les appels. La notion de voix du client, là, ce sera de dire qu'est-ce que l'organisation met en place pour recueillir en permanence les commentaires et les retours positifs comme négatifs que le client exprime en permanence sur le ressenti qu'il a sur la prestation qu'on lui offre ou bien les produits qu'on lui offre. Ce sera ça la notion de la voix du client. C'est une technique d'étude de marché qui produit un ensemble détaillé de désirs et des besoins des clients et les organise selon une structure hiérarchique du plus global au plus synthétique. Le plus global veut dire ce sera par exemple des notions plus abstraites, les perceptions plus abstraites que veut le client les entendre, à des perceptions plus concrètes, c'est-à-dire peut-être en termes
de timing. Si un client dit par exemple que le temps d'attente peut-être dans votre salle d'attente, il est trop long, ça ce sera par exemple plus global, plus spécifique, ce sera de préciser par exemple le temps dont il a besoin pour être satisfait. Prioriser en termes d'importance relative et de satisfaction à l'égard des alternatives actuelles. Et après, il y a la voix du client d'abord, c'est ce que le client exprime. Mais très généralement, à partir de la voix du client, c'est souvent abstrait. Le client peut dire, le temps d'attente, nous mettons trop de temps à attendre dans vos guichets. Je prends le cas, par exemple, d'une banque, d'une société de service comme une banque, comme un restaurant, une activité de restauration, ou une activité de service d'une manière générale, l'activité de guichet. Les clients vont dire, oui, nous mettons trop de temps à attendre dans vos guichets, dans vos salles d'attente, à attendre d'être reçus pour une réunion. Ça, ce sera la voix du client, l'expression, par exemple, la voix du client. Mais comment faire pour apporter une amélioration par rapport à cette expression de la voix du client? C'est ce que l'on va donc appeler les paramètres critiques pour la qualité. Ce sont maintenant des éléments qui devront être mesurables. Nous devrons donc effectuer une transcription entre cette perception du client et des éléments mesurables qui pourront être suivis en interne. Il va dire, par exemple, nous mettons trop de temps à attendre dans vos guichets. Paramètre critique pour la qualité pourra pas être de dire que temps d'attente dans vos guichets doit être minimisé peut-être, doit être autour de peut-être 15 minutes. Si c'est ce qui est rationnel, il faudra voir au niveau technique ce qui est techniquement faisable, de manière à pouvoir à offrir un produit qui soit conforme en termes de consistance, sans erreur par exemple. Si nous sommes dans un guichet de banque, certes, le client se plaint qu'il met trop de temps en attente, mais maintenant il faut qu'on s'assure que on puisse estimer un temps raisonnable pour assurer le service de qualité et en conformité avec le standard qu'il attend, avec la satisfaction, que ce ne soit pas un service qui sera truffé d'erreurs et que le client qui va générer après une autre insatisfaction. Ce sera ça donc le critère, les paramètres critiques pour la qualité. Qu'est-ce que l'on va suivre en interne? Le qualiticien en interne va donc, la personne en charge du suivi de la satisfaction clientèle va donc suivre ces paramètres techniques qui viennent d'abord, qui sont en liaison avec tout ce qui est la VOC en externe, qui est vu par le client parce que le client ne connaît pas nos métriques internes. Il ne sait par exemple pas que le temps d'attente doit par exemple être de 5 minutes ou de 7 minutes. Nous, en interne, ce sont nos métriques. Les facteurs clés de succès de la VOC est de quantifier et de concevoir en fonction des besoins, des désirs et des attentes des clients. Cela nécessite une recherche de CTQ. Et ça va d'abord partir d'une analyse d'abord de la VOC. Identification du client, clarification des besoins et exigences du client, génération des mesures appropriées pour évaluer les performances, transfert des besoins quantifiés et des mesures vers la conception la conception et les fonctionnalités. Ça peut être par exemple, ça c'est dit d'une manière synthétique, mais dans le déploiement, ce sera beaucoup de travail, hein, c'est-à-dire qu'il faudra générer peut-être, préparer par exemple une enquête de relevé de données, mener une enquête auprès d'un échantillon de clients, recueillir à peu près des données des clients suivant un certain nombre de critères qui ont été préalablement identifiés et après procéder maintenant à une transcription entre ces avis qui viennent du client. Bien entendu, il faudra d'abord effectuer un traitement de ces données pour s'assurer qu'il y aura toujours des valeurs aberrantes. Il y a des clients qui vont donner des retours, des résultats qui seront parfois abstraits et peut-être pas en lien avec la réalité. Donc, il faudra effectuer un bon nettoyage de ces données pour s'assurer qu'on a des données qui sont assez significatives et que l'on peut retranscrire maintenant en paramètres techniques qui soient compréhensibles en interne par nos services, nos designers, nos concepteurs en interne, par le bureau de méthode, si nous sommes dans une entreprise peut-être de production, le bureau de méthode qui va retranscrire sans spécification technique, qui va les retranscrire en spécification technique ou en fonctionnalité pour qu'on puisse travailler dessus, travailler sur les programmes d'amélioration. Les paramètres critiques pour la qualité consistent principalement à apprendre ce qui est important pour le client. Partir de ce que le client a dit et retranscrire ça en termes techniques pour pouvoir améliorer à ce niveau-là. Les exemples d'outils et de techniques utilisés pour la collecte des données comprennent des enquêtes, là je l'ai dit tout à l'heure, des lettres, des plaintes, des avis, des lettres, des plaintes, des avis publiés, des exigences de clients. Et aujourd'hui, on a beaucoup de retours, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les boîtes à suggestions, sur les emailing, sur les appels, où on peut provoquer nous-mêmes nos propres enquêtes. On peut avoir des clients mystères, par exemple, qui se faufilent au sein de l'organisation pour faire des relevés de mesures, pour voir, pour vivre également à la place du client, quelles peuvent être les insatisfactions qu'on peut avoir dans nos processus. Et ceci
par exemple, qu'on a évoqué, ce qui précède, est la voix du client. Et elle doit être traduite en exigence critique pour la qualité. Les spécifications des exigences clients, une exigence doit être reliée à une sortie spécifique. Donc, par exemple, quand le client va dire, nous mettons tout le temps à attendre dans vos guichets, il faut le traduire en une exigence technique qui est reliée, corrélée directement. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas dire qu'on va travailler dessus alors qu'on n'a pas mis un lien technique interne. La spécification doit décrire un seul critère de performance. La spécification doit être exprimée en utilisant les facteurs mesurables ou observables et la spécification doit établir un niveau de performance acceptable ou inacceptable et doit être validée par la voix du client. Donc, il faut reboucler. Une fois que l'on a retranscrit notre voix du client en paramètres CTQ, il faut également pouvoir vérifier et valider après que l'amélioration que l'on propose au client en termes de critical to quality va pouvoir créer de la satisfaction et résoudre l'insatisfaction qui a été exprimée par le client. Donc, il y a cette boucle de retour qu'il faut s'assurer de pouvoir mettre en œuvre et ça permettra d'éviter de faire un travail pour rien. C'est très important cette étape-là. Quand utiliser cet outil, par exemple, cet outil peut être utilisé lors de la définition d'un problème à résoudre et les exigences du client pour le processus à l'étape. Ça, c'est par exemple lorsque on est dans une démarche, Six Sigma, par exemple, avec la démarche DMIC. Dans l'étape définie, par exemple, lorsqu'il est question de définir le problème, pour définir le problème, il faut d'abord définir quelles sont les attentes du client au niveau de connaître la voix du client et connaître à peu près, pouvoir transcrire ce voice of the customer en critical to quality et après voir comment on va mener une amélioration sur notre processus parce qu'à la fin, il faut toujours savoir que celui qui est le destinataire de tout ce que l'on fait, c'est le client. Bien entendu, ça peut également être l'objet des études simples marketing ou bien des améliorations marketing ou des améliorations d'un service après-vente. Quand utiliser cet outil, lorsque nous sommes au premier stade du développement ou de la conception d'un nouveau service ou d'un nouveau produit ou processus que l'on est en train de mettre en place, on devrait pouvoir également s'interroger pour savoir quel sera le ressenti du client suite à l'implémentation de cet outil ou de ce processus. On ne se met pas seulement à mettre en place ce processus sans analyser les incidences que cela aura. C'est ce qu'on appelle l'analyse des parties prenantes dans le modèle normatif qualité. Il faut également analyser l'impact que cela pourra avoir sur les parties prenantes, notamment des clients. C'est quelque chose d'assez important et faire les ajustements nécessaires si on a le sentiment que le ressenti du client n'est pas en accord avec ce que l'on est en train de faire. Quels besoins des clients inclurons-nous lorsque nous travaillons là-dessus? Nous devons donner la priorité à l'utilisation de l'analyse Pareto des autoclants, bien entendu. Et c'est ça, justement, qui fait souvent problème dans les entreprises. Oui, les managers vont dire, oui, d'accord, nous sommes conscients des plaintes récurrentes des clients, mais parfois, il y en a trop et c'est parfois des plaintes répétitives. Ce sont les mêmes choses sur lesquelles les clients remontent. Oui, on travaille dessus, mais ce sont les mêmes choses. Et parfois, ça devient rébarbatif et on finit par abandonner. On dit, bon, on va se concentrer sur les clients qui sont satisfaits par rapport à nos processus, nos produits. Et le reste, bon, ils feront ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller à la concurrence, ils iront à la concurrence. Bon, ici, par exemple, parfois, il peut arriver qu'il y ait un flot d'informations importantes. Il faut procéder peut-être par une analyse des priorités. En termes de priorisation, à une analyse Pareto pour effectuer des priorisations. Et commencer, par exemple, à identifier peut-être les 20% de défauts signalés qui correspondent aux 80%, d'insatisfaction. Et là, nous avons, là, c'est un exemple, par exemple, de diagramme de Pareto que nous avons en face. Là, nous avons traversé. Tout d'abord, les répertoriés. Quels besoins des clients VOC inclurons-nous? Oui. Tout d'abord, on devrait les répertorier et classer ces retours clients par thème, trier et combiner les retours clients similaires en une seule typologie de problème. Là, nous avons par exemple, nous avons quelques typologies de problèmes, résolution plus rapide du problème. Là, par exemple, on a le nombre de plaintes clients qui sont exprimées, devoir passer plusieurs appels, ça, ce sont des plaintes clients, on a le nombre,
trop long d'attente, trop longtemps d'attente, on a le nombre, autre, on a l'attente et on a le total. Et là, par exemple, on a un exemple de diagramme de Pareto qui permet, par exemple, de ressortir les 20% d'insatisfaction qui causent, les 20% de problèmes qui causent les 80% d'insatisfaction. Et là, nous connaissons donc les problèmes prioritaires sur lesquels nous allons baser nos premiers chantiers d'amélioration ou nos premiers projets d'amélioration. Et là, nous avons un exemple de diagramme CTQ où nous avons d'un côté la voix du client, les attentes clients, par exemple. Là-dessus, on peut entrer les retours clients, le retour client provenant de l'analyse de Pareto. Par ordre de priorisation, on commence par les retours clients les retours clients le plus moteur, le plus fort, ou les retours clients les plus faibles. Et là, nous avons les sorties, par exemple, les sorties ou objectifs. Et là, nous avons les exigences CTQ, CTQ, exigences mesurables en interne. Là, nous avons par exemple les diagrammes, travaux sur le diagramme de CTQ, autres attentes, c'est un exemple. Exemple, par exemple, le diagramme de CTQ. Là, nous avons la voix du client qui va dire résolution plus rapide du problème. Résolution plus rapide du problème. En sortie, par exemple, sortie, ça peut être des outputs qui sont encore, je veux dire, on peut dire objectifs. Livraison à temps de l'article. Le client se plaint qu'il y a une résolution. Le client veut une résolution plus rapide du problème. Donc, le problème ici, c'est on est très lent dans la résolution du problème. L'objectif ici en sortie, c'est livraison à temps de l'article, prise de rendez-vous à temps, réparation réussie. Mais là, c'est encore abstrait. L'objectif maintenant, c'est d'avoir des paramètres de mesure qui puissent être plus concrets et plus mesurables. C'est ce qu'on va donc appeler des CTQ et c'est ce qu'il faut pouvoir matérialiser. Oui, les qualifications vont me dire, oui, c'est fait généralement dans les organisations, mais je vais dire très généralement, ça peut être fait dans le cadre peut-être d'un cadre d'une préparation d'un audit, d'une préparation d'une certification, mais le plus difficile, c'est comment je le fais vivre au sein de l'organisation. Parce que parfois, ce n'est pas tous les départements qui s'occupent de cela. Ça va être le département après-vente, département marketing. Comment est-ce qu'on synthétise, par exemple, la remontée d'informations qui vient des clients pour en faire une base commune sur laquelle tout le monde veut travailler, de telle sorte que l'on sache en permanence quels sont les retours clients. Deuxième chose, comment elle est transmise en termes de sortie, objectif. Objectif, par exemple, d'amélioration et après, critères mesurables d'amélioration. Comme critères mesurables d'amélioration, on va prendre quelques exemples d'énoncés d'amélioration. On va dire traiter, ça c'est un énoncé faible par exemple. Traiter le client comme une famille, ça par exemple, ce n'est pas très fort. Mais maintenant, si on veut avoir un CTQ qui est assez acceptable, on va dire accueillir les clients dans les 30 secondes suivant leur entrée dans le restaurant. Là, par exemple, c'est pour résoudre une insatisfaction. On va dire les critères doivent être mesurables aussi, autant que possible. Formulaire facile à remplir, ça c'est un énoncé d'exigence. Comme formulaire d'exigence acceptable, nous avons le formulaire ne doit pas prendre plus de 5 minutes en moyenne à remplir. Meuble facile à assembler. Meuble facile à assembler, on va dire, toutes les chaises doivent pouvoir être assemblées par n'importe quel adulte en 15 minutes à l'aide d'un maximum de 3 outils. Livraison rapide, vous voyez, ça, c'est pas facile à atteindre l'objectif. On va pouvoir avoir un CTQ mesurable. Le produit doit être livré dans les 24 heures suivant la commande client. Temps d'attente court, le temps d'attente ne doit pas dépasser 60 secondes. Et là, on peut donc le retranscrire dans notre diagramme CTQ. Nous avions l'objectif livraison à temps de l'article. On va dire par exemple en CTQ, pièce d'urgence livrée dans les 24 heures suivant l'appel. Et après, bonne pièce livrée. Prise de rendez-vous à temps, on va dire par exemple, rendez-vous prévu dans les 48 heures suivant appel. Réparation réussie, on va dire résolution à 100% dès la première fois. Et on va dire par exemple, arrivée des techniciens dans les 5 minutes suivant l'heure du rendez-vous. Et après, autre chose que l'on verra, ce sera après comment monitorer ça. Ça, ce sera un autre webinaire que l'on aura, par exemple, sur tout ce qui va concerner, par exemple, le contrôle statistique, les cartes de contrôle. Une fois que l'on met en place ça, la faiblesse également des systèmes qualité, parfois, c'est qu'on ne met pas des éléments mesurables. Comment je fais pour standardiser mes process une fois que j'ai identifié déjà les CTQ? Certes, je les implémente, je fais vivre mes programmes. On peut mettre des projets, des programmes Kaizen, Lean, Six Sigma, par exemple, des programmes pour animer la résolution de problèmes. Mais après, mettre des standardisations, des procédures. Et après, comment je fais pour m'assurer qu'on ne retombe pas dans les travers, les précédents travers? Ça, c'est ça la plus grande difficulté des systèmes de performance. Et des outils, par exemple, comme des contrôles chart, des cartes de contrôle, aident énormément, ou le contrôle statistique.
des process aident énormément à suivre nos process et nous assurer qu'on reste toujours dans un intervalle de contrôle acceptable et que la défaillance soit visible. À partir du moment où on commence à sortir dans l'intervalle de tolérance, on est capable d'avoir une alerte et de résoudre rapidement le problème. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Ici, par exemple, lorsque l'on a identifié un certain nombre de CTQ, on peut également, le tout, c'est pas parce qu'on a identifié des CTQ que cela veut dire qu'on va entrer directement dans l'implémentation. On peut également affiner encore la notion de priorisation et passer à ce qu'on appelle les outils de priorisation comme le diagramme de Kano. Le diagramme de Kano, c'est un diagramme qui a été conçu par Noriaki Kano, c'était un professeur japonais, qui a mis en place un certain nombre d'outils qui devaient permettre de déterminer les niveaux de priorisation et les niveaux de satisfaction. On a par exemple le niveau de satisfaction primaire devrait être en dessous. Ça correspond pas. Là, nous avons, je vais expliquer sommairement pour que vous puissiez avoir une première idée. L'axe horizontal, c'est un axe qui permet de déterminer le niveau de fonctionnalité d'un produit ou d'un process. Et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, permet de déterminer les niveaux de satisfaction. Quand nous sommes en dessous, le client est insatisfait. Quand nous sommes au-dessus, le niveau de satisfaction est élevé. Et l'axe horizontal, lorsque nous sommes à l'extrême gauche, la fonctionnalité n'existe pas, elle n'est pas réalisée. Quand nous sommes à l'extrême droite, la fonctionnalité est tout à fait réalisée. Et nous voyons que lorsque nous sommes en dessous, en bas, lorsque, par exemple, pour certaines fonctions, si la fonction existe et qu'il n'y a pas d'insatisfaction, nous avons un produit qui correspond à ce qui devrait être. Nous offrons au client un produit qui a toutes les fonctionnalités, mais il n'est pas satisfait. Par exemple, devrait être, on s'y attend, les fonctionnalités avec le client attend ces fonctionnalités. Bon, je veux dire qu'il n'est pas satisfait, c'est que la satisfaction, le niveau de satisfaction, elle est basse. Mais maintenant, on voit également que cette courbe, elle décroît au fur et à mesure que les fonctionnalités disparaissent. Quand on va vers la gauche, au fur et à mesure que les fonctionnalités disparaissent, le niveau de satisfaction également baisse. Et après, nous avons l'axe qui est au milieu. Plus nous augmentons les fonctionnalités, plus la satisfaction également monte. Là, nous avons avec la droite, il y a une corrélation entre le niveau de satisfaction et le niveau de fonctionnalité qui existe dans le produit. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'axe de séduction la zone haute, la séduction et la zone de délice, ça veut dire par exemple ici, les fonctionnalités sont hautes, les fonctionnalités peuvent être basses, mais le niveau de satisfaction est élevé. C'est à ce moment, la fonctionnalité, ça peut être des fonctionnalités des délices qu'on a ajoutées. Ça peut être des fonctionnalités, ça peut être des éléments de délices qu'on a ajoutés, par exemple. On peut mettre peut-être dans un repas, on peut mettre peut-être un additif, on peut mettre un parfum supplémentaire qui fait en sorte que le client n'attendait pas ça. Ce n'était pas dans les fonctionnalités de départ du client, mais ça lui permet d'être satisfait, ça lui fait d'avoir un effet waouh. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée, ça lui donne un effet waouh, par exemple. Et il aura une satisfaction supplémentaire et il va pouvoir apprécier. Donc, c'est un petit diagramme comme ça qui permet de catégoriser à peu près les différentes fonctionnalités qu'on va apporter au produit et après de les classer par niveau de satisfaction. Et ici, par exemple, on a donc un petit détail de tout ce qui est priorisation des exigences par le diagramme de Kano. Là, je vous donne juste un aperçu et l'objectif n'est pas d'aller trop en détail. On a les besoins de base qu'on a vu la fonctionnalité de départ, les fonctionnalités qui sont considérées comme allant de soi, à moins qu'elles ne soient absentes, si basiques que les clients peuvent ne pas les mentionner. Réponse rapide aux appels, réponse correcte aux questions, sinistre payé. OK. Comme on le disait donc, en termes de priorisation, des exigences via le diagramme de Kano, on a formulé par exemple, on a recueilli la voix du client, on a formulé des exigences CTQ mesurables en interne qu'il faut suivre. Après, on peut réaliser également des priorisations. Ce n'est pas simplement parce qu'on a eu déjà des catégorisations, des transcriptions en interne qu'on va commencer. Il faut pouvoir également les analyser par exemple les impacts, les incidences en termes de priorisation. Est-ce que l'amélioration que l'on va faire sur le processus, est-ce que ce sera perçu par le client comme un plus? Est-ce que ce sera dans la zone
des délices. Est-ce que ce sera perçu, par exemple, comme un délice? Si on est, par exemple, dans l'espace restauration, on peut avoir comme plainte des clients que nos repas ne sont fades, ne sont pas assez originaux. Alors, on peut donc se dire en réflexion interne, originaux veut dire quoi pour le client? Il faut transcrire ça en paramètres mesurables. On va transcrire peut-être en disant qu'on va y ajouter peut-être quelques arômes, quelques nouveaux critères que l'on va. Mais après, maintenant, il faut positionner ça dans la matrice des canaux pour dire est-ce que l'augmentation de fonctionnalité aura une incidence sur l'augmentation de la satisfaction? Est-ce que la diminution de fonctionnalité aura une incidence sur l'augmentation de la satisfaction? Ça, ce sont donc des questions que le modèle de canaux permet d'adresser pour aboutir maintenant à une analyse plus affinée et où on est sûr qu'on aura un résultat plus optimum. Donc, suivre la satisfaction clientèle, c'est un travail à temps plein. Beaucoup d'organisations estiment que c'est un travail marginal qui peut être fait de temps en temps et que le plus gros boulot à faire, c'est peut-être autre chose, peut-être vendre, c'est peut-être faire du commercial, c'est peut-être faire toute autre chose que de faire, se concentrer vraiment sur s'assurer que le produit que l'on transforme ou bien le processus que l'on exécute correspond effectivement à ce que le client achète et que ça va lui apporter une satisfaction. Donc, on a donc ces niveaux, le besoin de base must be dissatisfied if not present, les fonctionnalités qui sont considérées comme allant de soi, à moins qu'elles ne soient absentes, si basiques que nos clients peuvent ne pas les mentionner, réponse rapide aux appels, réponse correcte aux questions, sinistre payé correctement et à temps, règles de conformité. Après, il y a les besoins de performance. Là, c'est le deuxième niveau où on a vu la corrélation linéaire entre l'augmentation ou la diminution des spécifications des fonctionnalités et l'augmentation de la diminution de la satisfaction client. J'aime voir ou avoir, ce serait bien comme fonctionnalité, service plus rapide, coût réduit, moins de tracas, temps d'attente plus court, délai d'exécution amélioré. Et après, il y a la troisième zone au-dessus, c'est la zone de délice. L'augmentation ou la diminution de fonctionnalité peut aussi conduire à la satisfaction. Généralement non mentionnés, parfois ce sont des points que le client n'aimait pas. Ce sont des besoins parfois qui sont implicites, généralement non mentionnés car les clients ne sont pas mécontents de leur absence, très difficile à découvrir au-delà des attentes des clients, mais si vous les identifiez, les clients sont enthousiasmés. Les délices, mais attention, les délices que vous avez matérialisés aujourd'hui peuvent devenir peuvent être attendus demain et rentrer dans les fonctionnalités. C'est pour ça également que ça doit être un processus dynamique. Voilà. Donc maintenant, c'est une matrice qui permet donc d'affiner l'offre que l'on fait par rapport à ce que le client, comment il va exprimer son ressenti et comment est-ce qu'on va pouvoir réagir par rapport à ça. Bien. Et donc là, nous sommes toujours sur, on va regarder les priorisations. En termes de priorisation, une fois donc on peut donc revoir notre première analyse que l'on a faite sur notre analyse de nos CTQ et les retranscrire maintenant croisé avec le diagramme de canaux. On peut dire par exemple, comme sortie, on avait dit objectif en sortie, livraison de l'article, exigence, pièce d'urgence livrée dans les 24 heures. À quoi est-ce que ça correspond? More is better. More is better, ça c'est au niveau de la corrélation linéaire. Augmentation des fonctionnalités correspond à l'augmentation de la satisfaction. Performant, et il faut aussi effectuer une mesure de la performance actuelle. Il faut toujours, tout processus d'amélioration commence d'abord par une analyse de l'état des lieux actuels. Où sommes-nous et où voulons-nous aller? Où sommes-nous? 80% des cas des pièces sont livrées sous 24 heures. Livraison de l'article, exigence, bonne pièce livrée, ou c'est must be. Must be, ça, c'est les fonctionnalités de base, c'est ce que le client attend. Donc, 95% des cas, dans 95% des cas, la bonne pièce est livrée. Prise de rendez-vous, objectif, exigence, rendez-vous prévu dans les 48 heures suivant l'appel. C'est must be, c'est une attente explicite du client. Donc, dans le service, il attend ça. Si ça n'existe pas, c'est une insatisfaction directe. Donc, s'il n'y a pas cette fonctionnalité-là, le client n'est pas satisfait. Les rendez-vous sont disponibles sous 48 heures, 60% du temps. Réparation réussie, exigence dans le CTQ, résolution à 100% dès la première fois. Donc, c'est more is better dans une corrélation linéaire entre l'augmentation de la fonctionnalité et le niveau de satisfaction. 80% de résolution
dès la première fois au cours des 6 mois précédents. Réparation réussie comme sortie ou objectif en termes de CTQ, arrivée des techniciens dans les 5 minutes suivant l'heure des rendez-vous, c'est Morris Better, augmentation des fonctionnalités et corrélée directement avec l'augmentation de la satisfaction. Mesure de performance actuelle non mesurée actuellement. Donc ça, c'est un exemple. Temps d'attente au cours comme objectif, CTQ, attente de moins de 60 secondes. Morris Better, augmentation de la fonctionnalité est corrélée directement linéairement avec l'augmentation de la satisfaction. 50% du temps, les appelants sont en attente pendant plus de 60 secondes. Et ça vous donne un indicateur de comment on va faire une amélioration. Autre élément également pour la priorisation, c'est le diagramme qu'on appelle le diagramme exigence-performance. Une fois que l'on a pu ressortir nos CTQ, comment est-ce qu'on va réaliser les améliorations pour correspondre à ce que le client attend? On ne se lance pas comme ça, il faut également analyser. Connaissant les CTQ, on doit maintenant définir si les exigences sont satisfaites ou non. Et il y a le diagramme de CTQ montre 4 zones de performance. Et il y a les zones des exigences et il y a les zones de performance. Et il y a la zone 1, le produit adapté. Produit adapté veut dire nous avons peu d'exigences ou peu ou pas d'exigences, moins d'exigences et moins de performance. Le produit est adapté par rapport à la clientèle. Donc, pas d'effort à faire. Plus d'exigences, la zone 2, et ça crée un produit adapté. Plus d'exigences et moins de performance. Moins de performance, nous avons le produit insatisfaisant. Le client n'est pas satisfait du produit. On va expliquer tout à l'heure ce que cela veut dire. Zone 3, développement inutile. À ce niveau, performance élevée, mais exigence faible. Développement inutile, ça ne sert à rien. Après, zone 4, niveau d'exigence élevé, niveau de performance produit élevé, ça conduit à un produit adapté. Qu'est-ce que cela signifie? Zone 1, d'abord, prenons la zone 1. Niveau d'exigence du marché, par exemple, nous sommes sur un marché qui n'est pas exigeant en termes de qualité. Le marché se contente de ce qu'on a. On prend par exemple, ça c'est une philosophie qu'adopte par exemple les produits, on va dire, sans être péjoratif, les produits chinois par exemple, c'est un produit, c'est un marché. On va dire, le marché peut-être c'est un marché qui n'est pas exigeant en termes de qualité élevée. Et à ce niveau, on va offrir également des produits de niveau de performance basse, des produits de niveau de performance de second niveau par rapport aux produits qui vont aller en Occident. Donc, on va dire produit de performance basse par rapport à un marché, à une clientèle qui n'est pas exigeante, et ça va correspondre à un produit qui est adapté. Le client reçoit le produit et il est satisfait, il est content. Donc, ça veut dire que s'il faut augmenter également les fonctionnalités, si ce seront des fonctionnalités qui seront inutiles, ce sera un gaspillage de ressources, par exemple. Donc, avant de dire qu'on va apporter une amélioration, il faut d'abord analyser le marché, il faut analyser par exemple le client pour savoir est-ce que l'augmentation des performances correspond à une augmentation des exigences. Si le client ne se plaint pas, peut-être soit de niveau de performance bas, pourquoi est-ce qu'on va augmenter la performance? Ça peut conduire, parce que si le niveau d'exigence est bas et qu'on augmente la performance du produit ou du processus, nous tombons à la zone 3. Ce sont des développements inutiles. Le client ne voit aucun intérêt sur tout ce qu'on a fait comme amélioration sur le produit ou bien sur le processus. Ce sont des développements inutiles. Donc, on a gaspillé de l'argent à faire des développements inutiles, de l'ingénierie, parce qu'on voulait apporter au client quelque chose de nouveau, à l'amener à une zone de délice, des choses qu'il ne va même pas percevoir et qu'il ne sera pas capable de recevoir une certaine satisfaction. Et nous, en retour, ça ne va pas se transcrire en achat supplémentaire, donc en augmentation de chiffre d'affaires. Par contre, si nous sommes dans un marché où le niveau d'exigence est élevé et nous n'augmentons pas les niveaux de performance, là, nous sommes dans la zone 2. Le produit sera insatisfaisant. Donc, le client ne sera pas satisfait du produit qu'il reçoit ou du processus qu'il reçoit. Et à ce niveau-là, nous aurons des retours d'insatisfaction élevés. Nous devons travailler à ce niveau-là. Après, nous avons la zone 4. Nous sommes sur un marché, une clientèle exigeante. Et nous mettons en place un grand nombre d'innovations pour améliorer les fonctionnalités du produit ou du processus. Et à ce niveau, le produit devient adapté à la clientèle ou au marché. Et c'est un produit, le client est satisfait et ça se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, nous voyons ici que la zone 2 et la zone 3, la zone 2, nous refusons d'investir dans un marché qui est exigeant. Ça va se traduire par beaucoup d'insatisfaction et nous aurons beaucoup de pertes de chiffre d'affaires, beaucoup de pertes de marché même. Les clients vont nous abandonner et vont aller à la concurrence
parce que nous ne voulons pas investir pour pouvoir rattraper le niveau de performance, d'exigence que le client demande. Nous sommes dans la zone 3. La zone 3, le marché n'est pas exigeant du tout, mais nous venons lui vendre des produits qui sont de haut niveau de performance. En conséquence, nous serons peut-être obligés de vendre à des niveaux très élevés, à des prix très élevés. Le produit sera cher et la clientèle n'aura peut-être pas les moyens d'acheter ces produits-là. Et en conséquence, nous ne pourrons pas vendre et donc nous aurons une baisse de chiffre d'affaires et même les clients vont aller à la concurrence, à la recherche des produits qui correspondent à leur bourse. Donc, il faut savoir faire cette analyse de segmentation clientèle pour connaître à peu près quelle est la clientèle qui correspond à notre produit et dans quelle clientèle nous nous situons pour savoir également quel effort nous devons faire sur notre produit, notre processus. Et peut-être c'est un travail que certaines organisations font et c'est pour ça qu'elles continuent de délivrer des produits pas satisfaisants, mais quand les clients, il y a des retours clientèle qui sont mauvais, et il faut quand même les prendre en compte et peut-être ça doit nous amener à revoir. Peut-être il peut arriver qu'il y a quelques années, nous étions dans une zone 1 où les exigences n'étaient pas élevées, donc nous n'avons pas augmenté la performance de nos produits, de nos processus. Mais après, le mindset clientèle peut changer, les habitudes clientèle peuvent changer. Ce client qui était d'abord dans la zone 1 peut shifter et se retrouver dans la zone 2. Peut-être avec Internet. Avec Internet, on commence à se rendre compte qu'ailleurs, on fournit des produits beaucoup plus performants et la mentalité de la clientèle change et se retrouve en zone 2. Et c'est pour ça qu'il faut effectuer un monitoring en permanence pour s'assurer dans quelle zone nous nous retrouvons et quels efforts nous devons faire dans nos produits ou dans nos processus pour ne pas perdre des parts de marché par rapport à la clientèle. Il peut aussi arriver qu'une nouvelle clientèle qui s'installe dans notre marché et éduque notre clientèle sur une nouvelle approche ou un nouveau type de service ou un nouveau type de processus. Et après, ça permet de shifter le mindset de notre clientèle qui passe de la zone 1 à la zone 2. Et à ce niveau, il faut savoir se rattraper rapidement pour ne pas perdre cette clientèle. Le diagramme exigence-performance consiste donc à reprendre chaque exigence du client et en lui mettant une note de moins 3 à 3 selon que cette exigence est faible ou forte. En principe, un bon produit devrait adapter ses performances aux exigences du client, zone 1 et 4. Les performances élevées pour les exigences faibles, zone 3, risquent de générer un surcoût du produit que le client n'est pas prêt à payer. Évidemment, il est suicidaire de fournir des performances médiocres en face d'exigences élevées, zone 2. Voilà, ce sera une dépense inutile. Une performance médiocre en face d'exigences élevées, ce sera une perte des clients qui vont abandonner notre produit, notre service, vont aller à la clientèle en recherche des produits de performance meilleure. Et oui, je vais voir quelque chose. OK. Donc, on procède au recueil du niveau de performance de la même façon que pour le recueil des exigences, c'est-à-dire à partir d'un travail d'enquête auprès des clients. Chaque CTQ doit être placé sur ce graphique. Les CTQ placés dans la zone 3 offrent des potentiels de gains financiers. C'est ce que l'on a vu, pardon. Les CTQ placés dans la zone 2 offrent des potentiels de gains qualité, donc des efforts que l'on doit faire. Donc, ceux qui sont placés dans la zone 3, ça veut dire que là, nous voulons faire des dépenses énormes pour un marché qui ne veut même pas ça. Alors, il faut faire des économies pour ramener au niveau 1. Les CTQ placés dans la zone 1, par exemple, la zone 2, là, à ce niveau, nous sommes sur un marché qui est exigeant. Il nous faut faire des efforts en termes de performance pour améliorer les fonctionnalités, pour ne pas perdre ces clients-là et qui vont aller à la concurrence. Donc, c'est ça le travail à faire à ce niveau-là. Après la matrice des CTQ, nous avons l'autre matrice qui est la matrice des QFD, Quality Function Deployment, beaucoup utilisée dans les entreprises de procédés, les entreprises de production, de process, préférée dans des entreprises de process par rapport, par exemple, à des diagrammes et des matrices comme la matrice de Canot. Une autre façon de faire apparaître des relations entre ce qui émane de la voix même du client et les spécifications. L'avant même du client et les spécifications essentielles du produit. Le CTQ consiste à remplir la première matrice QFD. On appelle encore ça la maison de la qualité. QFD signifie Quality Function Deployment.
ce que l'on traduit généralement par déploiement de la fonction qualité. Donc, nous avons comme une maison de la qualité avec les comment versus comment, les quoi, combien, les pourquoi. On va pas aller dans tous les détails là-dessus. Son objectif est exprimé dans sa définition même. Le QFD est une méthode permettant de traduire de façon appropriée les attentes du consommateur en spécifications internes à l'entreprise. Donc, on veut pouvoir traduire ici les attentes du consommateur en spécifications internes à l'entreprise, et ce tout au long du développement du produit, c'est-à-dire dans les phases de recherche et développement, dans les phases d'études et d'industrialisation et de réalisation, dans les phases commerciales et de distribution. Nous nous intéressons ici à la première étape du déploiement. L'outil se présente sous la forme d'une matrice qu'on appelle souvent maison de la qualité, du fait de sa forme pouvant figurer dans une maison, avec un toit. Donc ici, la maison de la qualité permet de traduire les exigences du client, les quoi. Les quoi sont les exigences du client écrites en ligne, en spécification du produit, les comment, écrites en colonne. Le principe de base du passage de l'un vers l'autre est la réponse à la question quoi versus comment, tout en assurant d'avoir répondu aux questions essentielles pourquoi et combien. En mettant en parallèle la matrice QFD et la matrice CTQ, les quoi sont les exigences, les comment, les mesures, les combien, les spécifications. Là, nous avons par exemple une présentation de cette matrice. Nous avons ici les quoi. Là, par exemple, l'exemple ici qui est pris, c'est un exemple, par exemple, de fabrication d'un stylo à billes. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus, son application se voit beaucoup plus dans les entreprises de procédés. Dans les entreprises de procédés, fabrication, ici, par exemple, les quoi, le client veut un stylo qui écrit facilement, qui a une belle écriture, qui est facile à manipuler, ne roule pas sur la table, dure plus longtemps. Les commandes, ce sera maintenant les transcriptions en CTQ en interne, effort axial minimal, coefficient de frottement, largeur du trait, densité de la couleur, longueur du stylo, diamètre du moyen, inclinaison clinique, distance de l'écriture. Après, nous avons des poids. Par exemple, les différentes caractéristiques, on n'entrera pas dans tous les détails, mais y compris également les corrélations entre les CTQ, les paramètres internes. Voilà, que vous pouvez vraiment de transcrire de manière schématique les attentes que le client a avec les commandes en interne. L'exemple choisi illustre une matrice QFD simple qui nous permettra de mieux détailler les différentes zones. Cela concerne le développement d'un nouveau stylo billet à très bon marché. Seules quelques lignes et colonnes ont été maintenues pour alléger sa présentation. La déclinaison des quoi en comment se réalise dans une présentation matricielle qui permet simplement de montrer les corrélations entre les quoi et les comment, d'évaluer les quoi et les comment par rapport à la concurrence, de gérer les corrélations entre les comment, de fixer les objectifs de coût, en fonction de l'importance des comment. Donc, ça c'est... Les quoi sont obtenus, les quoi, comme on a dit, c'est la voice of the customer, sont obtenus par enquête auprès des clients. Pour chaque poids, on demande également au client d'affecter un poids sur l'importance qu'il lui accorde et une note d'évaluation du produit de l'entreprise par rapport à la concurrence. Effectivement, les commandes traduisent les spécifications du produit. Pour chaque commande, on détermine une spécification et on réalise une évaluation concurrentielle. On recherche ensuite les relations qui existent entre les quoi et les comment, en fixant en général 3 niveaux de relations forts, modérés et faibles. Cette relation permet de calculer l'importance de chaque comment. Par exemple, le comment effort axial maximal est relié fortement, donc fois 9 en termes de poids au quoi, écrit facilement, de poids 5. Il est également faiblement fois 1 lié au quoi, belle écriture, de poids 4. Ce comment a donc un poids 5 fois 9 plus 4 fois 1 qui est 49. Ce type de relation matricielle permet de définir de façon plus fine les relations entre les exigences des clients et les spécifications du produit et ne le peut une relation point à point dans un diagramme CTQ simple. Donc ici, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans les entreprises de procédés parce que là, ils ont besoin d'un outil matriciel qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus circonscrit, qui peut suivre les paramètres techniques
et parfois il y en a plusieurs. L'analyse comparative des deux évaluations concurrentielles joue un peu le rôle de diagramme exigence-performance. Elle permet en outre de valider que les spécifications qui ont été fixées traduisent bien l'exigence du client. Il est en effet anormal de trouver un quoi mal noté par les clients qui sera fortement relié à un comment ayant une bonne évaluation concurrentielle. La dernière analyse à réaliser est la construction du toit de la maison. Dans cette partie, on va vérifier qu'il n'y a pas de corrélation négative entre les deux spécifications. Par exemple, si une largeur de trait importante est demandée, cela sera au détriment de la distance d'écriture. En cas de corrélation négative, il faudra déterminer le meilleur compromis qui donnera satisfaction au client. Voilà. Donc, ça, c'était juste une ébauche de la matrice QFD. On n'a pas tous les détails dans les sessions ultérieures, que ce soit ceux qui participent à la bootcamp ou bien ceux qui participent à l'une de nos sessions sur le Lean Six Sigma. On revient plus en détail avec des cas pratiques sur l'utilisation de ces matrices-là. Maintenant, une fois donc que l'on a transcrit notre voice of the customer en diagramme CTQ, en exigence comprise par les départements opérationnels internes, quelle peut être la prochaine étape à identifier et à rechercher les exigences? Il faut mesurer les performances actuelles, ça on l'a vu, et définir également qu'est-ce que l'on va faire plus tard en termes d'amélioration, les objectifs d'amélioration. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus d'amélioration de développement, assurez-vous que les exigences deviennent des fonctionnalités dans la conception de votre produit ou processus. Donc, il peut arriver que l'on a fixé un seuil d'amélioration. Un seuil d'amélioration que l'on a fixé. Nos clients se plaignaient, par exemple, des temps d'attente trop longs dans nos guichets. On a donc défini des exigences en termes de timing. Maintenant, plutôt que d'avoir des temps d'attente qui ne sont pas déterminés, on a fixé un temps d'attente, une plage de tolérance de 5 minutes minimum, 7 minutes maximum ou bien 10 minutes maximum. On doit donc s'assurer que cela devienne Et ça passe par la standardisation. C'est pour ça que l'on dit souvent que la standardisation est la première étape dans tout processus d'amélioration. On ne peut pas améliorer un processus d'une manière continuelle si on ne le standardise pas. Et c'est ça à quoi va servir donc. Une fois que l'on a fixé ces exigences, il faut donc s'assurer que ces fonctionnalités rentrent dans notre routine quotidienne et que ça devienne nos habitudes. Et c'est à ce niveau qu'va intervenir maintenant la notion des cartes de contrôle pour le suivi statistique de ces paramètres critiques-là, pour veiller en permanence, un peu comme un tableau de bord, pour suivre nos processus, pour s'assurer que, veiller à tout moment, chaque fois que l'on sort de notre intervalle de tolérance, et pour veiller à tout comme un guide qui est en permanence en train de guider pour s'assurer que, avec le guidon, en permanence en train de guider pour s'assurer chaque fois que nous sortons des zones d'intérêt de tolérance, on ramène, on revient, et en permanence, et on peut garantir une qualité constante telle que ce qui est vendu au client. Vérifier que c'est le cas en les incluant comme critère lors de la sélection d'une solution ou d'une conception. Inclure les exigences sélectionnées en tant que métrique potentielle de contrôle à surveiller. Et c'est là où je parlais des cartes de contrôle. La standardisation et les cartes de contrôle. Donc, les deux étapes clés dans le processus d'amélioration continue. Une fois qu'on peut dire 3 étapes, la détermination d'abord de la voix du client, les paramètres de la voix du client et leur transcription en CTQ. La deuxième étape, la standardisation des processus d'amélioration. Et la troisième étape, la définition maintenant des standards de contrôle, des dispositifs de contrôle ou des cartes de contrôle qui vont être suivis en permanence. Et bien entendu, tout cela est mis en place par une dynamique de progrès continu avec une dynamique comme des projets Six Sigma ou bien des projets Kaizen qui vont entretenir la dynamique d'amélioration continue pour que nous soyons toujours en permanence en train de travailler pour satisfaire le client. Donc, c'est ça, en fait, qui était l'essence de cette présentation aujourd'hui qu'on a voulu partager avec pour vous dire voilà à peu près ce que l'on pense qui est important à mettre en place dans les systèmes qualité. Pas seulement orienter les systèmes qualité dans le sens de la conformité à des référentiels. La conformité à des référentiels, c'est bien, c'est encouragé, c'est bien. Cette structuration opérationnelle, c'est bien, processus, mais en même temps, il faut avoir un regard fixé en permanence sur le client. Parce qu'à la fin, on travaille pour vendre au client. Sans le client est notre raison d'être qui nous amène à venir au boulot tous les jours. La plupart du temps, des organisations le perdent de vue. Le client est la raison pour laquelle nous venons au travail chaque jour. Et il faut s'assurer qu'en permanence, nous avons toujours un regard. Et toutes les strates, depuis le top management jusqu'aux entités opérationnelles, tout le monde garde ça en permanence. Que le client
Le client est la raison pour laquelle nous venons au boulot. Et que ce slogan où on a toujours dit le client est roi, que ça ne soit pas seulement un slogan, que ça devienne une réalité. Pour que ça devienne une réalité, il faut pouvoir transcrire, collecter d'abord en permanence ce que voit le ressenti du client et réussir à le transcrire en paramètres internes qui vont être compris par tous les services opérationnels et mettre en place donc toute la dynamique d'amélioration en tenant compte de ce que le client attend et que l'on va le lui rendre chaque jour. Donc, c'est globalement cela que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, pour cette présentation. Maintenant, si vous avez quelques réactions ou quelques questions, on va vous passer la parole pour s'il y a des gens qui veulent intervenir, soit pour poser une question, soit pour faire un commentaire avant de conclure la session d'aujourd'hui. Et comme je le rappelle, le replay sera disponible également sur la chaîne YouTube, je crois, d'ici demain ou après-demain. OK. Vous pouvez, celui qui veut prendre la parole active son micro et puis il fait son commentaire ou bien s'il a quelque chose à dire. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. ça va, merci beaucoup pour votre effort. OK. Ma question, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le diagramme de Pareto? C'est quoi le diagramme de... De Pareto. Le diagramme de Pareto, c'est un diagramme de, on peut dire un diagramme de priorisation, un diagramme de... La philosophie, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, que lorsque nous avons un ensemble de causes à un problème, ça peut être, par exemple, des clients qui se plaignent d'insatisfaction ou de divers problèmes liés à notre service, et il y a de multiples plaintes. Maintenant, il arrive que nous ne pouvons pas les traiter toutes ensemble, peut-être par rapport à nos ressources. Les ressources que nous avons, peut-être les ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas traiter toutes ces plaintes-là en permanence, en une seule fois. Alors, nous devons trouver un moyen d'établir une priorisation. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que nous devons pouvoir ressortir les 20% des problèmes qui sont identifiés, qui sont 20%, on appelle ça le diagramme des 80-20. 20% des causes qui correspondent à 80% des problèmes, ou bien 20% des problèmes qui sont ressortis par 80% des clients. C'est ça à peu près ce qu'on appelle le diagramme de Pareto, le 80-20. C'est un diagramme à l'époque qui avait été évoqué par, je crois, c'est Wilfrid Pareto, qui avait dit, c'était un économiste, je ne sais plus à quel 30e siècle, et qui analysait les problèmes économiques et il se rendait compte qu'il y avait 20% des problèmes économiques étaient causés avec 80% des conséquences que l'on avait dans notre espace économique. Et c'est là où il a ressorti le théorème mathématique des 80-20 et qui s'est après popularisé dans l'ensemble des autres problèmes. Donc, c'est un outil de priorisation. On peut dire tout simplement que c'est un outil de priorisation qui nous permet de sélectionner les 20% des problèmes qui sont ressortis par les 80% des clients et sur lesquels on va d'abord se concentrer en priorité. OK? Une autre question avant de conclure? D'accord, merci beaucoup. OK, je vous en prie. Mais après, je ferai un tuto sur Excel pour vous montrer à peu près comment vous pouvez construire votre, si vous avez vos données, vous pouvez construire également votre diagramme de Pareto et pouvoir vous-même avoir vos données et sélectionner peut-être vos informations prioritaires qui causent les 80% des problèmes. On le ferait ultérieurement un tuto comme ça sur Excel. Ça nous sur notre playlist sur les tableaux de bord. OK. S'il n'y a plus de questions, nous allons donc conclure la session en remerciant tous ceux qui ont pu trouver du temps pour participer à ce webinaire. Comme j'ai dit, le webinaire sera disponible sur notre chaîne dans les prochains jours et vous pourrez le recevoir à tête reposée. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans ces thématiques, nous avons nos autres activités sur lesquelles n'hésitez pas à entrer en contact pour plus de détails dans ce sens-là. OK, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres activités. Merci.